Cette année, nous allons seulement inviter Rebecca, Gustavo et les enfants, m'a écrit ma mère. J'ai répondu, amusez-vous bien, sans lui dire que je venais tout juste d'inaugurer une résidence de 115 millions de pesos, à Val de Bravo. Ce même après-midi, j'ai invité tous les membres de la famille qu'ils avaient laissés de côté. Parce qu'à leurs yeux, ils ne semblaient plus assez présentables pour la vie que ma sœur et mon beau-frère voulaient afficher. Je m'appelle Marisol Vargas, et j'ai 32 ans. Pendant plusieurs années, j'ai été entrepreneur dans le domaine de la technologie. Je vivais entre Mexico, Monterrey et Guadalajara. Plongé dans des réunions, des vols, des lignes de code et des décisions, qui m'empêchaient de dormir. Je croyais avoir enfin ma vie sous contrôle, ou du moins c'est ce que je pensais. Jusqu'à ce que, début novembre, mon téléphone vibre, avec un message de ma mère. Bonjour, Marisol. Ton père et moi, avons décidé de faire quelque chose de plus intime, pour le repas de famille de fin novembre. Cette année, seuls viendront Rebecca, Gustavo et les enfants. J'espère que tu comprendras. Nous t'aimons. Je suis resté à fixer l'écran, pendant presque une minute entière. Je n'ai ressenti aucune surprise. C'était bien ça le pire. Je n'ai ressenti que l'amère confirmation d'une chose, que je savais déjà depuis mon enfance. J'ai écrit, amusez-vous bien. Puis, j'ai posé mon téléphone sur la table. Je n'ai fait aucun reproche. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'ai pas essayé de les faire changer d'avis. À quoi bon? Toute ma vie, j'avais vécu dans l'ombre de Rebecca, ma sœur aînée. Elle était la jolie, la populaire, celle qui obtenait toujours de bonnes notes sans aucun effort, celle qui était parfaite, sur toutes les photos de famille. Mes parents, Elena et Roberto, la regardaient comme si tout ce qu'elle faisait, méritait des applaudissements. Moi, en revanche, je semblais être de trop. Quand j'avais 12 ans, je suis arrivé à la maison, folle de joie. J'avais remporté la 2e place, lors d'une foire régionale des sciences, avec un projet sur les algorithmes. Je suis entré dans la cuisine, avec mon diplôme à la main, m'attendant à ce que mes parents partagent mon enthousiasme. Ma mère a à peine levé les yeux de son téléphone. C'est très bien, ma fille, a-t-elle dit. Puis, elle s'est tournée vers mon père, et a ajouté, tu as vu que Rebecca a été sélectionnée, dans l'équipe de danse représentative de l'école? Le professeur a dit qu'elle est l'une des meilleures, qu'ils aient eues depuis des années. Mon père s'est presque levé de sa chaise. Il faut qu'on appelle tout le monde. Ça, il faut le fêter. Je suis allé dans ma chambre, et j'ai épinglé mon diplôme, sur le tableau en liège de mon mur. Personne n'en a plus jamais reparlé. À 15 ans, j'ai passé 3 nuits de suite, à apprendre à programmer en Python. J'avais construit un petit logiciel, qui organisait les photos de famille, par date et par lieu. Pour moi, c'était une merveille. Je l'ai montré à mon père, en pensant qu'il serait impressionné. Il a regardé l'écran, peut-être 5 secondes. C'est bien, Marisol. Au fait, savais-tu que Rebecca va représenter sa promotion, à la cérémonie d'accueil du lycée? Il faut absolument qu'on lui achète une robe, ce week-end. Et voilà. Mon moment de gloire s'est arrêté là. Le pire, ce fut quand j'ai été accepté au prestigieux Tecnológico de Monterrey, pour y étudier l'ingénierie des systèmes, avec une bourse partielle. Mes mains tremblaient, quand je l'ai annoncé pendant le dîner. Ma mère a hoché la tête, comme si je lui avais dit que j'allais acheter du pain. Monterrey, c'est loin, a-t-elle dit. Mon père s'est contenté d'ajouter, eh bien, si c'est ce que tu veux étudier. Ce fut tout. Il n'y a eu aucune célébration. Aucun câlin. Aucun, nous sommes fiers de toi. Rebecca a levé les yeux de son téléphone, une demi-seconde. C'est cool, a-t-elle dit. Et elle a continué à écrire. L'université fut une période solitaire. J'ai déménagé à Monterrey, et mes parents ne m'appelaient presque jamais. Si mon téléphone sonnait une fois par mois, c'était déjà beaucoup. Ils étaient toujours occupés, par quelque chose qui concernait Rebecca. Pendant ma 2e année, Rebecca s'est mariée avec Gustavo. Le mariage fut grandiose. 8 demoiselles d'honneur ont marché vers l'autel, dans des robes couleur lilas. 8. Je n'en faisais pas partie. Rebecca avait choisi ses amis de l'université, ses amis du lycée, et même la sœur de Gustavo. Mais pas moi. Lors de la fête, j'ai fini dans la cuisine, à aider le personnel du traiteur.
car personne ne semblait remarquer si j'étais là ou non. Rebecca dansait sur la piste. Ma mère pleurait de bonheur. Mon père a fait un très long discours sur à quel point il était fier de sa fille parfaite. Personne n'a remarqué mon absence à table. Après cela, les réunions de famille se déroulaient toujours de la même manière. J'arrivais chez mes parents pour Noël, les anniversaires ou les repas de fin d'année. Et, en moins d'une heure, je me retrouvais à faire la vaisselle, pendant que Rebecca était dans le salon, avec Gustavo et ses enfants. Mes parents se jetaient par terre, pour jouer avec leurs petits-enfants, complètement absorbés. Que je rentre, que je sorte, que je m'assoie ou que je disparaisse, ça leur était pratiquement égal. Mes parents ne sont jamais venus me rendre visite, à Monterrey, pendant mes études. Pas une seule fois. Mais durant la même période, ils ont voyagé 2 fois, avec Rebecca et Gustavo, à Cancun et à Los Cabos. Ils ont posté des photos sur Facebook, tous souriants, au bord de la mer. J'ai obtenu mon diplôme du Tecnológico de Monterrey, en me classant parmi les meilleurs de ma promotion. Mes parents sont venus à la cérémonie. Oui, mais ils sont repartis presque immédiatement. Ils devaient rentrer à Mexico, pour l'anniversaire d'un des enfants de Rebecca. Nous ne sommes même pas allés dîner ensemble. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai travaillé dans quelques entreprises technologiques, à Mexico. J'avais un salaire, une assurance, des avantages sociaux, et des horaires plus ou moins corrects. Mais je voulais construire quelque chose à moi. Alors, à 24 ans, j'ai fondé ma première entreprise. Elle a fait faillite après 18 mois. J'ai dépensé toutes mes économies, j'ai vidé 2 cartes de crédit jusqu'à la limite, et je me suis retrouvé sans rien d'autre à montrer, qu'une expérience et des dettes. J'ai appelé mes parents pour leur raconter. Je n'attendais pas d'eux, qu'ils règlent ma vie. Je voulais juste entendre un peu de soutien. Mon père a répondu, « Marisol, je ne veux pas avoir l'air dur, mais je te l'avais dit. Les affaires, ce n'est pas pour tout le monde. Peut-être que tu n'es pas faite pour ça. Cherche un emploi stable avec des avantages, quelque chose de sûr. » Ensuite, ma mère a pris l'appareil. « Ton père a raison. Regarde Rebecca. Elle réussit très bien, dans son cabinet financier. Tu pourrais peut-être lui demander un conseil, pour être plus pratique. » J'ai dit que je devais raccrocher. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée assise dans mon appartement, à fixer le mur, le téléphone toujours à la main. Par la suite, j'ai déménagé dans un endroit minuscule, avec 3 colocataires. Ma chambre avait à peine la place, pour un futon et une valise. Je travaillais sur un bureau, fabriqué avec une vieille porte posée sur 2 classeurs. C'était inconfortable et froid. Mais c'était la seule chose que je pouvais me payer. Ensuite, j'ai trouvé un emploi, dans une entreprise appelée Innovation Digitale. Et j'y ai été bonne. Très bonne. J'ai gravi les échelons rapidement. J'ai commencé comme développeuse junior. Puis j'ai été chef d'équipe, et ensuite directrice du développement des produits. En 3 ans, je gagnais déjà bien ma vie, et je sentais que je savais ce que je faisais. Mais l'idée de créer ma propre entreprise, restait toujours ancrée dans ma tête. À 29 ans, j'ai démissionné. J'ai pris chaque peso que j'avais économisé, et j'ai fondé Cyberescudo, une société de logiciels de cybersécurité. Après un échec, tenter de monter une autre entreprise semblait absurde. Mes colocataires pensaient que j'avais perdu la raison. Les 6 premiers mois ont été extrêmement difficiles. J'ai déménagé dans un appartement, encore plus petit. J'ai dîné de soupes instantanées bien trop souvent. Et je travaillais 16 heures par jour, du lundi au dimanche. Parfois, je me réveillais avec les marques du clavier, imprimées sur mon visage. Il y avait des nuits, où je restais éveillé, pensant que j'avais commis une énorme erreur. Que mes parents avaient raison, et que je n'étais pas faite pour ça. Au bout de 3 mois, je n'avais presque plus d'argent. J'ai appelé mon père, espérant que peut-être, cette fois-ci, ce serait différent. « Papa, j'ai besoin d'aide. Juste un petit prêt, pour maintenir l'entreprise à flot, pendant quelques mois. Je te rembourserai, avec les intérêts. » Il a soupiré à l'autre bout du fil. « Marisol, je t'ai prévenu. Ce n'est pas ton truc. Tu devrais arrêter de perdre de l'argent, et chercher un vrai travail. » Ensuite, il a changé de ton. On l'entendait tout fier. Rebecca vient d'être promue analyste senior. Elle réussit très bien.
Sans drame, sans demander d'argent, juste avec un travail constant et intelligent. J'ai raccroché sans dire au revoir. Je ne leur ai plus jamais rien demandé. CIB Escudo n'a pas décollé tout de suite. D'abord, nous avons eu un client de taille moyenne. Puis un autre. Ensuite, une institution financière nous a appelés. Ils ont arrêté de nous demander des réductions, et ont commencé à nous demander plus de capacité. Je n'ai parlé à personne du succès de l'entreprise. Pas dans l'immédiat. J'ai continué à me rendre au repas de famille de fin d'année et à Noël, laissant mes parents et Rebecca penser que je galérais toujours autant. Ils me posaient des questions sur mon travail, avec cette voix condescendante qu'utilisent les gens quand ils croient que vous êtes en train d'échouer. Et comment avance ton petit projet d'ordinateur, demandait ma mère, tout en essuyant le visage de l'un de ses petits-enfants. Ça avance bien, répondais-je. Rebecca me tapotait la main. C'est bien que tu continues d'essayer. Tout le monde ne naît pas pour avoir une entreprise, et il n'y a rien de mal à ça. Je me contentais de sourire, et de changer de sujet. 2 ans après la création de CIB Escudo, l'entreprise comptait déjà 100 employés, et des bureaux à Mexico, Guadalajara et Monterrey. Nous avions créé notre propre technologie, conclu des contrats pluriannuels avec de grandes entreprises, des institutions financières, et des organismes publics. Notre logiciel protégeait les informations de millions d'utilisateurs, et générait des revenus réguliers. Au milieu de l'année précédente, alors que j'avais 31 ans, un conglomérat technologique international m'a approché pour racheter l'entreprise. Les négociations ont duré 4 mois. J'avais des avocats, des conseillers, et des personnes en costume, qui parlaient d'évaluation, de parts de marché, de croissance, de licences et de contrats futurs. Ils ont racheté CIB Escudo, pour la somme de 5,6 milliards de pesos. Après avoir signé les papiers, je suis resté assise dans la salle de réunion, sans rien ressentir. J'étais juste engourdi. Ensuite, je suis rentré à mon appartement à Mexico. Je me suis assise sur le canapé, et j'ai ri jusqu'à en pleurer. À Noël dernier, j'ai essayé de l'annoncer, chez mes parents. J'avais à peine commencé à dire que j'avais conclu une vente importante, que l'un des enfants de Rebecca a renversé du jus de fruits sur la nappe. Ma mère a couru chercher des serviettes. Mon père s'est mis à gronder l'enfant. Et Rebecca a dit qu'il m'écouterait plus tard. Ils ne m'ont plus jamais posé la question. Au début de cette année, j'ai acheté un appartement spacieux, dans le quartier de Roma Nord. Rien d'extravagant. Juste un bel endroit, avec de grandes baies vitrées, et une terrasse baignée de lumière. Ensuite, j'ai commencé à chercher des propriétés en dehors de la ville. J'avais toujours aimé Val de Bravo. La forêt, la tranquillité, l'air frais. La sensation d'être loin, sans être si loin. J'ai trouvé une résidence, dans un domaine privé près des Avendaro. Ce n'était pas seulement une grande maison. C'était un domaine complet, 6 chambres, une maison d'amis, plusieurs hectares de terrain, une sécurité renforcée, un immense jardin, et une vue sur le lac et les montagnes. Elle coûtait 115 millions de pesos. Je l'ai achetée sans la moindre hésitation. Ensuite, j'ai investi 18 millions de pesos supplémentaires, pour l'aménager. Les intérieurs, les jardins, l'éclairage, les meubles, la terrasse, et tous les détails dont la maison avait besoin. J'ai engagé une architecte d'intérieur, un architecte paysagiste, et plusieurs équipes de construction. Je voulais qu'elle soit parfaite. Pas pour m'en vanter. Mais pour sentir, qu'enfin, j'avais un endroit à moi. J'ai embauché un gestionnaire de propriété, nommé Miguel, pour tout superviser quand je n'étais pas là. En octobre, quelques semaines avant le repas de famille, la résidence était prête. Elle était magnifique. Pierre, bois, verre, au plafond, et d'immenses baies vitrées donnant sur la forêt. La maison d'amis disposait de 3 chambres. La maison principale comprenait une cuisine professionnelle, une bibliothèque, une salle de cinéma, une salle de sport, et une terrasse d'où l'on pouvait voir la lumière descendre sur les arbres. J'ai marché dans les pièces vides, et j'ai pensé au repas de famille de fin novembre. J'ai pensé à tous les invités à Val de Bravo. À leur montrer ce que j'avais construit. À partager, enfin, quelque chose de bon avec eux. J'imaginais le visage de mes parents, en voyant la maison. Peut-être que quelque chose allait changer. C'est alors qu'est arrivé le message de ma mère. Cette année, seuls viendront Rebecca, Gustavo et les enfants.
Je suis resté assis sur la terrasse, à regarder la forêt. Je n'étais ni en colère ni triste. J'étais fatigué, ce qui était bien pire. J'ai commencé à passer des appels. J'ai d'abord composé le numéro de l'oncle Jem. Mon oncle, as-tu des projets pour le repas de famille de fin novembre? Non, ma fille. Tes parents ont dit que cette année, ils voulaient faire quelque chose en petit comité. Juste la famille très proche, je suppose. La famille très proche, ai-je répété. Je suis resté silencieuse une seconde. Tu veux venir à Val-de-Bravo? Je viens juste de terminer une maison par ici. À Val-de-Bravo? Bien sûr, ça a l'air super. Ensuite, j'ai appelé la tante Lucia, l'oncle Fernando, Karina, mes cousins, et les amis de la famille, qui depuis mon enfance, étaient présents à nos repas de fin d'année. Tous m'ont dit la même chose. Mes parents les avaient rayés de la liste. Ils disaient que cette année, ils voulaient quelque chose en petit comité, seulement avec la famille la plus proche. J'ai appelé 23 personnes. Tout avait été laissé de côté. Lors du 24e appel, j'ai parlé avec la sœur de ma mère, ma tante Claudia. Elle a été beaucoup plus directe que tous les autres. Tes parents ne voulaient pas que nous venions, parce qu'ils disent que nous ne donnons pas l'image qu'ils veulent projeter, devant Gustavo et son cercle d'amis, m'a-t-elle dit. Tu sais comment devient ta mère avec ces choses-là. Des médecins, des avocats, des entrepreneurs, des gens en costume. Et maintenant, il s'avère que nous, on les gêne. Je l'ai remercié, et j'ai raccroché. Mes parents avaient laissé de côté, plus de 20 membres de la famille, parce qu'ils ne leur semblaient plus assez présentables, pour la vie que Rebecca et Gustavo voulaient montrer. Je suis resté assise un moment. Puis, j'ai commencé à écrire des messages. J'ai invité tout le monde à Val-de-Bravo. L'oncle Jem, la tante Lucia, la tante Claudia, l'oncle Fernando, Karina, mes cousins, des amis de la famille. J'ai aussi invité quelques anciens employés de Cibé Escudo, qui avaient été à mes côtés depuis le tout début. J'ai invité mes 2 meilleurs amis du Tecnologico de Monterrey. Ceux qui sont restés près de moi, quand je n'avais ni argent ni certitude. J'ai également invité ma grand-mère Consuelo, qui vivait à Guadalajara. Elle m'a dit qu'elle ne me promettait rien, car mes parents s'attendaient à ce qu'elle prenne un vol pour Mexico, pour les accompagner à leur repas. Mais sa voix a changé, quand je lui ai raconté ce que j'étais en train d'organiser. Laisse-moi voir ce que je peux faire, m'a-t-elle dit. Toi, ne pose pas trop de questions. Presque tous ont dit oui. Du côté de la famille, ils étaient 23. Avec mes amis, et les gens qui avaient travaillé avec moi depuis le début, la liste est passée à 35 personnes. Pour ceux qui venaient de Monterrey et de Guadalajara, j'ai acheté des vols intérieurs pour Mexico. Certains sont arrivés la veille au soir. D'autres ont pris des vols très tôt le matin. Pour les autres, j'ai loué des minibus, et je leur ai demandé de partir avant que l'autoroute Mexico-Toluca ne soit encombrée. J'ai réservé des chambres dans un bel hôtel, à environ 20 minutes de la maison, pour ceux qui ne trouveraient pas de place dans la résidence, ou dans la maison d'amis. J'ai engagé un chef nommé Marco, qui avait travaillé dans un restaurant réputé de Mexico. Il a amené sa propre brigade. J'ai également engagé une photographe professionnelle. J'ai commandé suffisamment de nourriture, pour que personne ne se sente gêné de se resservir. Je suis passé dans chaque chambre, pour y déposer des cadeaux personnalisés. Pour l'oncle Jem, qui adorait pêcher, j'ai trouvé une canne à pêche à la mouche. Pour la tante Lucia, qui collectionnait les bijoux anciens, j'ai déniché un bracelet de style art déco. Pour les enfants de mes cousins, j'ai acheté des jouets, des livres et des jeux de société. Pendant près de 2 semaines, Miguel et moi avons tout organisé. La maison n'avait jamais été aussi belle. Il y avait des fleurs fraîches, des couvertures pour le froid de la nuit, des serviettes toutes douces, et la cuisine était remplie de tout ce dont Marco et son équipe avaient besoin. 3 jours avant le repas, j'étais en train de passer en revue le menu, quand mon téléphone a sonné. C'était Rebecca. J'ai failli ne pas répondre. « Salut Maru », a-t-elle dit. « Je voulais juste savoir comment tu allais. »« Bien. »« Et qu'est-ce que tu vas faire, pour le repas de fin novembre ?»« J'ai déjà des projets. »« Ah, avec des amis, de la famille ?» a-t-elle demandé. Il y a eu une pause. « Quelle famille ?»« La famille, qui voulait vraiment passer cette journée avec moi », ai-je répondu. Et j'ai raccroché. J'ai mis mon téléphone en silencieux,
et je suis retourné au menu. Je ne voulais pas que tout soit parfait. Je voulais simplement que personne ne se sente de trop. Le jour du repas, la journée a commencé très tôt. Je me suis levé à 6 heures, pour tout vérifier. Marco et sa brigade préparaient déjà les sauces, les marinades, les pains et les desserts. Miguel coordonnait l'arrivée des minibus, et la répartition des chambres. La photographe est arrivée à 7 heures. L'oncle Fernando et Karina ont été les premiers à arriver, vers 9 heures. Ils avaient quitté Mexico avant 7 heures, alors que la route vers Toluca n'était pas encore trop chargée. Le minibus s'est garé devant l'entrée. Ils en sont descendus, et sont restés à fixer la maison, sans dire un mot. Marisol, a dit mon oncle Fernando. Tout ça, c'est à toi. Tout est à moi, ai-je répondu, en les serrant dans mes bras. Karina semblait sur le point de pleurer. C'est magnifique. Je n'arrive pas à croire que tes parents n'aient pas voulu venir voir ça. Tant pis pour eux, ai-je dit. Au cours des 2 heures suivantes, le reste des invités est arrivé. La tante Lucia est venue avec son mari, et ses enfants. Mes cousins sont arrivés avec leur famille. Mes amis du Tecnológico de Monterrey sont venus depuis Monterrey. Plusieurs anciens employés de CB Escudo ont fait le trajet en voiture depuis Mexico. Je leur ai fait la visite. Nous nous sommes promenés dans la maison principale, la maison d'amis, et sur les sentiers. Les gens touchaient les encadrements de portes en bois, et les murs de pierre, comme s'ils avaient besoin de vérifier que tout était bien réel. Les enfants couraient partout dans le jardin, fous de joie. À midi, tout le monde était déjà installé. Certains se promenaient sur les sentiers. D'autres étaient près de la cheminée, même s'il ne faisait pas encore très froid. D'autres encore, regardaient travailler Marco et son équipe. À 14 heures, j'ai réuni tout le monde dans la salle à manger principale. Nous avions disposé de longues tables, avec de la place pour 40 personnes. La nourriture recouvrait presque toute la surface. De la dinde rôtie, du rôti de porc mariné, de la longe de porc sauce aux prunes, du mole au poulet, du riz, de la purée de pommes de terre, une salade aux pommes, des légumes rôtis, des pâtes froides, du pain tout juste sorti du four, un flan, un gâteau, très léché, une tarte aux noix de pécan. Et des buñuelos. Cela ne ressemblait pas à un repas guindé. Cela ressemblait à une maison pleine de vie. Des enfants qui riaient, des oncles qui servaient les assiettes, des cousins qui déplaçaient des chaises, pour s'asseoir ensemble. Je me suis levé, ma coupe à la main. Je veux seulement vous remercier d'être venu. Cela signifie bien plus que vous ne l'imaginez. Je voulais passer cette journée, avec des personnes qui voulaient vraiment être avec moi, et je suis tellement heureuse que vous soyez tous ici. Tout le monde a levé son verre. Puis, l'oncle Fernando s'est levé. À Marisol, qui a construit tout ceci à partir de zéro, et qui a eu la générosité de le partager avec nous. Nous allions trinquer, quand j'ai entendu une portière de voiture claquer dehors. J'ai regardé par la fenêtre, et j'ai vu un SUV s'éloigner. Et marchant vers l'entrée, se trouvait ma grand-mère Consuelo. J'ai couru vers la porte. Grand-mère. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle m'a serré très fort dans ses bras. Tu as vraiment cru que j'allais manquer ça? J'ai dit à tes parents que je ne me sentais pas bien, et que je ne pourrais pas voyager jusqu'à Mexico. Ensuite, j'ai acheté mon billet depuis Guadalajara, et j'ai demandé un transfert jusqu'ici. Je me suis débrouillée toute seule. Comme ça tu vois. Le repas fut parfait, d'une manière toute simple. Il n'y avait aucune tension, aucun silence pesant. Personne ne se levait de table, pour s'occuper d'autres personnes, pendant que le reste des invités ne savait plus quoi dire. Nous avons mangé, parlé, et ri. Marco et son équipe se sont surpassés. La nourriture était incroyable. Les gens se sont resservis 2, voire 3 fois. Après le repas, plusieurs personnes ont commencé à porter des toasts. Ce n'était pas planifié. C'est d'abord la tante Lucia qui a pris la parole, puis l'oncle Jem, puis mes amis du Tecnológico de Monterrey. Soudainement, toute la table exprimait ce que cette réunion signifiait pour eux. La tante Lucia a dit qu'elle était reconnaissante d'avoir une famille qui savait encore se réunir. L'oncle Jem a dit que parfois, on avait simplement besoin que quelqu'un ouvre une porte, pour se sentir à nouveau inclus. Mes amis du Tecnológico de Monterrey ont parlé des amitiés qui survivent aux années difficiles. Ensuite, ma grand-mère Consuelo a pris la parole. Je veux juste dire
que cette jeune fille a fait toute seule, ce que beaucoup n'osent même pas faire avec du soutien, a-t-elle dit, son verre entre les mains. Et elle a eu un assez grand cœur, pour nous ouvrir sa porte. Elle m'a regardé droit dans les yeux en le disant. J'ai dû baisser la tête, parce que j'étais sur le point de pleurer. Après le repas, les gens se sont de nouveau dispersés, un peu partout sur la propriété. À la tombée du jour, on a commencé à ressentir le froid de la forêt. Certains sont donc rentrés dans le salon, d'autres sont restés sur la terrasse, avec des couvertures et du café. La photographe a pris des photos de groupe, des images de la maison, de la forêt, et des tables bien remplies. Tout le monde a commencé à publier sur les réseaux sociaux. Mon téléphone s'est rempli de notifications. Merci Maru, pour cet accueil. Ça faisait des années qu'on n'avait pas été aussi nombreux, tous réunis. Week-end en famille aval. Il y avait des photos de la maison, du lac, des montagnes, des tables pleines de nourriture, et de tout le monde souriant. J'étais assise sur la terrasse avec ma grand-mère Consuelo, en train de regarder le coucher du soleil, quand j'ai reçu un message de Rebecca. Quelle maison impressionnante. Je ne savais pas que tu avais autant d'argent. Maman et papa sont sous le choc. J'ai montré le message à ma grand-mère. Elle a ri si fort, qu'elle s'est mise à tousser. Tant mieux, a-t-elle dit. Voyons si cette petite frayeur leur remet les idées en place. Ce soir-là, après que la plupart des gens se soient retirés dans leur chambre ou à l'hôtel, je suis resté dans le salon, avec mes amis les plus proches. Nous avions allumé le feu dans la cheminée. Nous avions des verres de vin, et ce silence confortable, qui n'existe qu'avec les gens qui vous connaissent vraiment. Tu as bien fait, Maru, a dit mon amie Raquel. Très bien. Merci, ai-je répondu. J'aurais juste aimé que les choses n'aient pas à se passer de cette façon. J'aurais aimé que mes parents soient ici. Ils ont fait leur choix, Maru, a dit Raquel. Mais cette fois-ci, tu ne t'es pas contenté d'attendre. Mon téléphone a commencé à sonner. C'étaient mes parents. J'ai laissé l'appel basculer sur la messagerie. Il a sonné encore, et encore. Finalement, le lendemain matin, après avoir pris un café et m'être senti un peu plus forte, j'ai décroché. Marisol, a dit ma mère, d'une voix tendue. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi il y a des photos sur Facebook, où l'on te voit dans une résidence gigantesque à Val-de-Bravo, avec ta grand-mère? Nous pensions qu'elle était malade. Elle était fatiguée de vos projets, ai-je répondu. Alors, elle s'est jointe aux miens. Tes projets? De quoi tu parles? Vous avez dit que vous vouliez quelque chose en petit comité. Seulement Rebecca, Gustavo et les enfants. Alors, moi, j'ai invité les 23 membres de la famille que vous aviez exclus. Avec mes amis, et les gens qui m'ont soutenu dès le début. On était environ 35 personnes. On a passé un très bon moment. Un silence. Et d'où as-tu sorti l'argent, pour une maison pareille, a demandé ma mère. Enfin. J'ai vendu mon entreprise l'année dernière, ai-je dit. Pour des milliards de pesos. Encore un silence. Puis j'ai entendu un bruit, comme si ma mère avait laissé tomber le téléphone. J'ai entendu la voix de mon père en fond, demandant ce qui se passait. Puis je l'ai entendu crier. Mon père a pris l'appareil. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Je vous l'ai dit, ai-je répondu. À Noël dernier, peu après avoir conclu la vente. Vous étiez tous trop occupés avec le fils de Rebecca, et vous ne m'avez pas écouté. La voix de mon père s'est durcie. Tu essaies de prouver quelque chose, en emmenant toute la famille à Val-de-Bravo. Je n'essaie de rien prouver. Quand maman m'a écrit pour me dire que je n'étais pas invité, j'ai fait d'autres plans. C'est tout. Tu nous as fait passer pour des imbéciles. Je ne vous ai obligé à rien faire. Vous avez exclu 23 personnes, parce qu'elles ne vous semblaient pas assez bien, pour l'image que vous vouliez donner. Moi, je les ai simplement invitées chez moi. J'ai entendu la voix de Rebecca en arrière-plan. Puis, elle a pris le téléphone. Marisol, tu te rends compte de l'image que ça donne? Tout le monde poste des photos. Notre repas a l'air tellement triste, comparé au tien. Ça, ce n'est pas mon problème, ai-je répondu. C'est alors que j'ai entendu la voix de ma grand-mère Consuelo, derrière moi. Mets-les sur haut-parleur. J'ai appuyé sur le bouton. Maman, a demandé mon père. Tu es là. Bien sûr que je suis là,
a répondu ma grand-mère. Où voulais-tu que je sois, sinon? Personne n'a répondu. Ça fait bien trop longtemps que vous considérez Marisol comme acquise, a poursuivi ma grand-mère. Vous l'avez toujours reléguée au second plan, après Rebecca. C'est pour ça que je suis ici, à Val de Bravo. Au lieu d'être à ce repas, que vous avez organisé juste pour faire bonne impression. Marisol a construit quelque chose d'extraordinaire. Grâce à son propre travail. Vous devriez être fier d'elle, au lieu de vous sentir mal à l'aise. Nous ne sommes pas mal à l'aise, a dit ma mère. Mais sa voix semblait très faible. Si, vous l'êtes, a rétorqué ma grand-mère. Et vous avez aussi honte. Parce que tout le monde a vu ce que vous avez fait. Marisol n'a pas fait ça pour vous blesser. Elle l'a fait parce qu'elle voulait passer la journée, avec des gens qui, eux, se soucient vraiment d'elle. Maintenant, réfléchissez bien à ça. Ma grand-mère est sortie du salon. Je suis resté là, mon téléphone à la main. On s'en reparle plus tard, a dit mon père, et il a raccroché. La famille est restée tout le week-end. Nous nous sommes promenés sur les sentiers, nous avons joué aux cartes, nous avons regardé des films dans la salle de cinéma. Grand-mère Consuelo s'est installée dans l'une des chambres d'amis, et on aurait dit une vraie reine. Le dimanche, les gens ont commencé à partir. Lundi après-midi, nous n'étions plus que ma grand-mère et moi, dans cette immense maison. Nous nous sommes assises près de la cheminée pour boire du thé. Tu as bien agi, m'a-t-elle dit. Je ne sais pas, ai-je répondu. Peut-être que j'ai été trop rancunière. Ce n'était pas de la rancune. Tu as juste arrêté de faire semblant de ne pas souffrir. Ma grand-mère est restée une semaine de plus. Nous sommes allés au centre-ville de Val. Nous avons visité des petites galeries d'art, et nous nous sommes souvent assises pour discuter sur la terrasse. C'était la plus longue période que j'avais passée avec elle depuis des années. Quand elle est partie, je l'ai accompagnée à l'aéroport, et je l'ai installée dans un vol très confortable, pour rentrer à Guadalajara. Elle m'a prise dans ses bras avant de passer les contrôles de sécurité. Fais-les ramer, m'a-t-elle dit. Ne les laisse pas revenir dans ta vie, si facilement. Je ne le ferai pas, ai-je promis. Quelques jours plus tard, mon téléphone a vibré. C'était un message de Rebecca. Je crois que je t'en ai aussi voulu, Maru. Pas pour quelque chose que tu m'aurais fait, mais parce que toi, tu as su prendre ton propre chemin. Moi, je suis resté, à essayer de répondre à toutes leurs attentes. Ça n'excuse rien, mais je voulais te le dire. Je suis vraiment désolé. De ne pas avoir vu comment il te traitait. Je suis resté à regarder le message pendant un long moment, avant de répondre. Merci de l'avoir dit. Puis, ce fut au tour de mes parents de m'écrire. Mon père a été le premier. Ta grand-mère avait raison. Nous avons été injustes envers toi. Je suis fier de ce que tu as construit. Je suis fier de toi. Le message de ma mère est arrivé, 1 heure plus tard. La maison a l'air magnifique sur les photos. Est-ce qu'on peut venir la voir? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'y ai réfléchi. Finalement, début décembre, j'ai répondu. Venez pour Noël. Juste vous deux, Rebecca et moi. Quelque chose de petit. Mais je ne veux ni discours, ni question sur mon argent. Je veux voir, si on est capable de se parler comme une famille. Ils ont accepté immédiatement. Le 23 décembre, Rebecca et mes parents sont arrivés à la résidence, dans un SUV, depuis Mexico. Ils étaient partis tôt, car en cette période de l'année, la route pouvait être envahie de personnes, partant fêter Noël à l'extérieur de la ville. Ils sont descendus, et ils ont fixé la maison, de la même façon que tout le monde l'avait fait, la première fois. Mon père avait la bouche légèrement entr'ouverte. Marisol. C'est impressionnant. Je leur ai fait la visite. Ils ont marché lentement dans la maison, regardant par les fenêtres. Dans mon bureau, mon père s'est arrêté devant un mur, où j'avais encadré les couvertures de magazines et les articles, parlant de CB Escudo, et de moi. Forbes Mexico, Expansion, El Financiero, Tech Review. Il y avait aussi un diplôme de reconnaissance, obtenu alors que je n'avais que 29 ans. Mon père a lu à voix basse. Tu ne nous l'as jamais dit. J'ai essayé. Mais il y avait toujours quelque chose concernant Rebecca, ou les enfants, qui était plus important. Il a baissé les yeux. Le soir même,
pendant le dîner, ma mère a posé sa fourchette sur son assiette. « Je crois qu'on n'a pas su bien vous aimer », a-t-elle dit. Rebecca a levé les yeux. Ma mère a pris une profonde inspiration. On a accablé Rebecca d'exigences, pour qu'elle soit parfaite. Et toi, Marisol, on t'a laissé seule bien trop souvent. Je suis désolé. Mon père s'est raclé la gorge. Il faut qu'on recommence à zéro. Je ne dis pas qu'on peut effacer ce qui s'est passé, mais on peut apprendre à se traiter différemment. On peut essayer. Je les ai regardés. Ma mère avait l'air plus vieille que dans mes souvenirs. Mon père avait plus de cheveux blancs. Rebecca avait l'air fatiguée. Comme si, elle aussi, avait porté un lourd fardeau pendant des années. On peut essayer, ai-je dit. Mais j'avais peur. Peur qu'il ne veuille faire la paix, que pour mon argent. Alors, j'ai observé la situation. Pas avec froideur, mais avec prudence. Je ne voulais plus m'enthousiasmer pour des excuses, et ensuite, retomber dans les mêmes vieux schémas. Pendant toute la durée de la visite, ils n'ont pas demandé d'argent une seule fois. Les jours suivants ont été paisibles. Nous nous sommes promenés, sur les sentiers froids de la forêt. Nous avons joué à des jeux près de la cheminée. Nous avons regardé des films de Noël. C'était étrange, mais ce n'était pas désagréable. Le matin de Noël, mes parents m'ont offert des livres de mes auteurs préférés. De vrais livres, du genre de ceux que j'avais vraiment envie de lire. Ma mère m'a aussi offert 2 œuvres d'art pour la maison. Des tableaux d'une artiste mexicaine, sur laquelle elle avait fait ses propres recherches. Rebecca m'a offert un tableau personnalisé, représentant le paysage de Mexico, vu depuis une grande fenêtre en hauteur. Je me suis souvenu que tu disais aimer la vue, depuis ton appartement, m'a-t-elle expliqué. C'étaient des cadeaux pensés pour moi. Pas les bougies banales, ou les coffrets de bain qu'ils avaient l'habitude de m'offrir chaque année. Au dîner, ma mère s'est levée avec son verre. À Marisol, a-t-elle dit. Parce qu'elle nous a ouvert sa porte, alors qu'elle avait toutes les raisons du monde de ne pas le faire. Après le dîner, mon père m'a prise dans ses bras. Je suis fier de toi, m'a-t-il dit. Pas seulement pour la maison. Mais pour la vie que tu as construite. Pour tout ça. 2 jours après Noël, ils sont repartis. Les adieux furent plus chaleureux qu'aucun de ceux dont je me souvenais. Je suis resté sur le porche, regardant leur voiture descendre, jusqu'à disparaître entre les arbres. Je ne sais pas si un jour, nous deviendrons une famille véritablement proche. Je ne leur ai pas tout ouvert d'un seul coup. Je leur ai juste entrouvert une petite porte. Aujourd'hui, je parle à ma grand-mère Consuelo 2 fois par semaine. J'écris à Rebecca tous les quelques jours. Mes parents m'appellent 1 fois par semaine, pour prendre de mes nouvelles. Ce n'est pas parfait, mais c'est mieux. Et pour l'instant, cela me suffit. Pendant des années, j'ai confondu le fait de prendre soin de ma famille, avec le fait de rester silencieuse. J'avais accepté d'être celle qui est dans cuisine. Celle qui n'apparaît pas sur les photos importantes. Celle qui reçoit un appel rapide, quand il leur reste un peu de temps. Mais quand mes parents ont exclu la moitié de la famille, juste pour préserver leur image, j'ai compris les choses très clairement. Eux aussi, ils faisaient des choix. Et cette fois-là, moi aussi j'ai fait le mien. Non pas pour les punir. Mais pour cesser de m'asseoir à une table, où je devais être reconnaissante, pour la moindre petite miette d'attention. Mettre des limites, n'a pas réparé mon histoire du jour au lendemain. Mais ça a changé, la place depuis laquelle, je la vis désormais.